Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 2 février 2022 et la session de mardi, première session du mois de février, sur le marché des changes a été marquée par une poursuite de la tendance qu'on a pu observer en début de semaine lundi, c'est-à-dire un dollar américain qui se déprécie par rapport aux autres principales devises, notamment par rapport au NZD, avec une variation de 1% et également de l'AUD avec du 0,7%. Concernant l'euro-dollar, le taux de la paire de devises a eu du mal à dépasser la résistance à 1,1270. Concernant le marché boursier, les indices européens prolongent leur hausse et sont beaucoup moins hésitants que Wall Street. Visiblement, le DAX a gagné près de 1%, le CAC 40 a progressé de 1,43%. Cependant, après l'ouverture des marchés américains, ce sentiment positif s'est atténué et le mouvement haussier a ralenti, notamment aux États-Unis. Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq ont oscillé entre hausse et baisse pour terminer la séance dans le vert. Sur le front des données, le PMI manufacturier de l'ISM a indiqué un nouveau ralentissement de l'activité industrielle en janvier et les créations d'emplois JOLTS ont dépassé les prévisions du marché. Sur le front des résultats d'entreprise, les actions d'United Parcel Services ont progressé de près de 10% grâce à des résultats robustes, pareil pour les prévisions. ExxonMobil a gagné 1% après des résultats positifs. Alphabet, PayPal et General Motors ont également publié leurs résultats. On notera que Alphabet a bondi de plus de 9% après des résultats trimestriels optimistes, un BPA de 30,69 dollars contre 27,34 dollars attendus, donc largement supérieur aux attentes, un revenu de 75,33 milliards de dollars contre 72,17 milliards attendus. Son conseil d'administration a approuvé le projet de division des actions à raison de 20 pour 1. L'action PayPal a plongé de près de 18% après que la société PayPal a annoncé des résultats mitigés pour le T4 et a fourni des prévisions décevantes pour le prochain trimestre. Un bénéfice par action de 1,11 dollars contre 1,12 dollars attendu, un revenu de 6,92 milliards de dollars contre 6,87 milliards de dollars attendus. Concernant le marché des matières premières, le sentiment a été quelque peu mitigé hier. Dans un contexte de baisse du billet vert, le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans sont restés relativement élevés, aux alentours des 1,80%. L'or a testé à un moment donné le niveau des 1808 dollars l'once, mais les acheteurs n'ont pas réussi à maintenir leur élan et les prix ont reculé jusqu'au seuil psychologique des 1800 dollars, un seuil psychologique qui a été cassé ce matin. On est à l'heure actuelle à 1796 dollars l'once. L'argent également s'est éloigné de sa résistance des 23 dollars. Le pétrole WTI se maintient avec un semblant de stabilité. Il y a eu une légère baisse de 0,78% aux alentours des 87,60 $. On a déjà effacé cette baisse, on est à 88,34 $ pour le pétrole WTI et donc il reste à des plus hauts de 7 ans avant la réunion de l'OPEP et de ses alliés, donc l'OPEP+, afin de discuter l'augmentation de l'offre et c'est pour aujourd'hui. Et on a pris connaissance des données de l'API qui ont fait état d'une baisse inattendue des stocks de pétrole. Le marché des crypto-monnaies, plutôt décevant, on n'arrive pas à rebondir comme les indices, donc on a concrètement un Bitcoin à l'heure actuelle aux alentours des 38 316 dollars, l'Ethereum à 2750 dollars. Donc on ne parvient pas à rebondir, on va en parler plus dans le détail. Éventuellement une baisse d'un point de vue technique, en tout cas, il semblerait qu'un repli puisse intervenir sur les crypto-monnaies. On verra donc le Bitcoin et l'Ether. On notera également le coton concernant les matières premières. Le groupe industriel Kotlook a réorienté ses perspectives mondiales pour 2021-2022 vers un déficit concernant le marché du coton. Il a annoncé vendredi, il a cité la diminution de l'offre des principaux exportateurs tels que les États-Unis
et l'Inde. De plus, l'augmentation des plantations au cours de la prochaine saison a été remise en question par la flambée des coûts des intrants agricoles, notamment des engrais. Donc on a un coton qui est sur des sommets pluriannuels. On va en parler également aujourd'hui parce que le coton commence à faire parler de lui et visiblement l'inflation va s'étendre au secteur de l'habillement. Donc une inflation qui devrait peut-être se poursuivre, voire se renforcer. Ceci étant dit, en passant plus tarder sur le compartiment des actions, avec notamment les indices. On va voir le rebond qui est visible sur l'indice russe. On l'avait dit, ce sont les 1300 points qui nous importent ici. Donc un éventuel retour, une cassure de ces 1300 points nous enverrait éventuellement vers les 1040 points ici. Ce serait un objectif à tenir concernant l'indice russe. Vous voyez, les 1300 points, c'est un gros niveau. Ça l'a été en tout cas par le passé. Les cassures de ce niveau, on le voit ici, la cassure de ce niveau a été un important signal de vente lorsque l'on a connu la baisse considérable du pétrole après la propagation du Covid. Et lors de la reprise du rebond massif, ça a été une résistance. Et la cassure de ce niveau a été un très fort signal qui nous a amené vers les récents sommets que l'on a connus. Pour l'heure, ici on a le nuage journalier avec la lagging span, le nuage hebdomadaire avec la lagging span hebdomadaire. Ce sont des cours journaliers. Pour l'heure, on réintègre le nuage hebdo, mais attention, on n'est pas à l'abri de voir un repli et une cassure des 1300 points. Et là, ce serait un approfondissement de la baisse considérable. On pourrait même avoir ici une belle projection d'Osoda qui nous permettrait de vérifier les objectifs, peut-être même d'en avoir de nouveaux. Je vous propose de le tester immédiatement. Et voyez, je ne l'avais pas fait avant, mais ça correspond plus ou moins. Je le fais plus ou moins, je le fais en direct. Je vais essayer d'être précis. Voilà, donc ça correspond plus ou moins aux 1038 points que l'on a annoncé. On est à 1056 points. Donc vous comprendrez que si on se replie à partir de maintenant et qu'on casse les 1300 points, c'est la zone à aller chercher pour l'indice russe. Le CAC 40 parvient à franchir son nuage en données H4. Vous voyez le rebond, on arrive à rebondir depuis les replis. Alors maintenant, il faudra réussir à aller au-delà des 7160 points. C'est-à-dire le moment où notre lagging span va rencontrer le nuage, on pourra avoir un refus à ce niveau-là et danger. Pourquoi danger? Parce qu'il y a un trou d'air. C'est ce que j'appelle un trou d'air. Il y a énormément de marge à la baisse ici avant de rencontrer un gros support. Ce gros support, c'est notre SSB aux alentours des 7975 points. Qu'en est-il du DAX? Rebond également du DAX qui parvient en données journalières à franchir son nuage. Donc peut-être à inverser la tendance, si ce n'est que nous avons ici, on va le voir, la Chikou Span, donc la lagging span qui est en plein milieu d'obstacles. Donc on ne peut pas exclure un retournement de la lagging span et donc en conséquence un retournement des cours qui viendrait annuler, invalider ce franchissement de nuage. Que nous disent les données H4? Vous voyez ici en données H4, on avait marqué lundi cette importante zone de résistance en jaune. Elle a été franchie, mais le problème est le même que pour le CAC 40. La lagging span doit franchir le nuage à son tour. Et donc on comprend qu'il aura une importante résistance aux alentours des 15 770 points. Et si on l'atteint, il aura un gros trou d'air. On retrouvera en chemin tout de même la Kijun journalière. Ici, la ligne bleue épaisse, c'est ma Kijun journalière. Donc ce sera un éventuel support à aller chercher si on venait à se replier. Le Nasdaq, beau rebond, on revient sur, on a effacé une majeure partie de la baisse, on est sous une grosse résistance ici, c'est ce palier de Kijun. Donc on attaque dans le dur concernant les contrats à terme sur le Nasdaq pendant la session européenne. Si on parvient à aller à franchir cette Kijun, on pourrait éventuellement aller chercher les 15 560 points. Et comme pour le DAX et le CAC 40, c'est le moment où ma lagging span rencontre ici la SSB. Donc peut-être une poursuite haussière. Avant cela, il faut casser la Kijun. Si on casse la Kijun, c'est direction 15 560 points. En données H4, franchissement ici du nuage. Alors j'ai retiré la lagging span et là elle est très importante, donc je la rajoute. Ça m'arrive de retirer quelques éléments pour une meilleure visibilité parce qu'effectivement malheureusement ça prend beaucoup de place sur les graphiques Ichimoku. Et voyez, en données H4, on est en train de faire ce test là du nuage, donc il faut l'intégrer, il faut le traverser.
C'est tout l'enjeu de ce début de séance européenne et peut-être de l'ouverture de Wall Street. S&P 500, ici beau rebond, on a quand même une certaine marge à la hausse avant de rencontrer le prochain obstacle. Je parle bien entendu de la lagging span. Qu'en est-il en données H4? C'est exactement comme le Nasdaq, on est en plein test à l'heure actuelle. La lagging span teste le nuage et encore une fois, il y a un gros trou d'air. On l'a pas évoqué sur le Nasdaq, hein, mais c'est pareil. Vous voyez le trou d'air, le nuage s'est affaissé ici et donc effectivement, on pourrait aller descendre assez bas si on venait à se replier. Le Dow Jones, même topo, hein, ce test de la lagging span sur le nuage et donc ça n'est pas très encourageant d'un point de vue technique. On voit le Dow Jones ici d'un point de vue journalier. Il intègre le nuage, il pourra en sortir par le haut. Mais les données H4 ici ne sont pas très encourageantes. En revanche, si la lagging span franchit le nuage, là effectivement, on peut s'attendre à aller chercher les 35 800 points. Et si on les casse, c'est direction le seuil psychologique des 36 000 points. Donc voilà pour les indices américains et européens. Petite parenthèse sur Netflix parce que c'est assez impressionnant. On a beaucoup parlé de ce gap de plus de 20%. Voyez, on est en train de le combler. On a comblé la moitié environ et belle progression. Attention, il aura une grosse résistance ici, mais Netflix parvient tout de même à effacer une partie de son gap. On a passé un bon bout de temps, pas mal de séances à ces niveaux-là sans parvenir à se redresser dans un contexte de repli généralisé des valeurs technologiques. Les valeurs technologiques rebondissent, Netflix en profite pleinement. J'ai parlé du coton, je vais faire une petite parenthèse coton avant de passer aux crypto-monnaies et ensuite on va s'attaquer pleinement aux matières premières parce que j'ai mis mon graphique coton ici, je n'ai plus de place ici hein, au niveau des matières premières, donc j'ai mis le coton directement à ce niveau-là. Donc vous voyez le coton, on est sur des sommets pluriannuels, ce sont des niveaux que l'on n'a pas revisités depuis belle lurette, depuis 2011, donc ça fait plus de 10 ans. Que l'on n'a pas été à ces niveaux pour le coton. Ici, on peut s'attendre à un repli. Vous voyez cette divergence baissière de RSI en territoire de surachat. Donc concrètement, c'est un signal baissier de court terme. Donc un repli à court terme est largement envisageable pour aller chercher dans un premier temps les 124, la Tenkan et éventuellement si la Tenkan casse, c'est direction la Kijun aux alentours des 119,50, ce qui correspond plus ou moins au sommet du mois de novembre 2021. Et là, on pourrait redémarrer à la hausse parce que les perspectives à long terme, selon les fondamentaux, sont largement haussiers. Donc là, on parle de très court terme. Une correction, un repli pardon, est envisageable, mais à plus long terme, au vu des fondamentaux, une reprise du rallye est largement envisageable, notamment au vu de la production des principaux exportateurs. On en a parlé en introduction, les États-Unis et l'Inde, et en plus de cela, hein, on a des plantations, l'augmentation des plantations au cours de la prochaine saison qui est remise en question étant donné la flambée des coûts des engrais. Donc le coton, très intéressant, on va garder un œil dessus, on passe sans plus tarder sur les crypto-monnaies et sans transition parce que normalement les matières premières c'est après les crypto-monnaies, mais on va développer les matières premières plus tard. Bitcoin. Voyez Bitcoin d'un point de vue mensuel, déjà ça c'est important parce qu'on a eu la clôture mensuelle récemment, on ne casse pas cette trendline. Cette trendline qui relie les creux depuis 2011, hein, donc c'était 2 ans après la création de Bitcoin. Donc vous voyez ici, on n'a pas cassé. En cas de cassure, c'est un gros signal d'alarme, c'est un repli beaucoup plus conséquent. Hein. Dans ce cas-là, effectivement, on peut imaginer un Bitcoin qui va se replier vers les 20 000 voire 19 000 $, donc on ne la casse pas. Ici, d'un point de vue journalier, plusieurs choses. On est en train de s'attaquer depuis hier à l'oblique baissière qui relie les différents sommets, dont le record historique. Ici, c'était notre point A de cette vague ABC qui aboutit plus ou moins en D. Donc on est peut-être rentré dans une phase ici d'accumulation avant la reprise du rallye. Mais on pourrait aller marquer un nouveau creux avant la reprise du rallye. Et là, on est à un niveau assez intéressant d'un point de vue journalier. On s'attaque à cette oblique baissière. Il faudrait réussir à clôturer au-dessus, mais
parce qu'il y a un mais, on aura quand même un obstacle après cela. Donc ce n'est pas gagné pour le roi des crypto-monnaies, le Bitcoin, qui pourrait soit se replier, soit éventuellement progresser, mais encore de nombreux obstacles seront sur son chemin en vue d'envisager une réelle reprise haussière. Et en plus de cela, si on s'intéresse au RSI, on n'a pas encore cassé ce niveau des 50, on en est bien loin. Donc on peut imaginer un échec ici au niveau du seuil de neutralité de 50 et donc un repli des cours par la suite. Qu'en est-il en données H4? Souvenez-vous, notre canal baissier qui accompagne les cours. Ici, j'ai ajouté la Kijun journalière à ce graphique H4. Vous voyez comme elle fait office de résistance, hein. C'est très intéressant, vous voyez, ces mèches supérieures, on n'arrive pas à se hisser au-dessus de la Kijun journalière. On est pris en étau entre notre nuage H4 et notre Kijun journalière. Je pense même qu'on a une Tenkan journalière ici. Bon, je vais quand même le vérifier. Je vais ajouter la Tenkan. Non, la Tenkan vient en renfort, mais c'est un palier de Tenkan. Mais elle vient en renfort ici, c'est ma Tenkan journalière que j'ai ajoutée. Donc elle ne m'intéresse pas pour le moment. Donc concrètement, on est pris en étau entre le nuage H4 ici et la Kijun journalière ici, et on a réintégré depuis un moment hein, ce canal baissier. Les cours ont beaucoup joué avec ce canal en sortant puis en le réintégrant par la suite. Pour le moment, on l'a réintégré et on est dans un range très étroit. Cette séance d'aujourd'hui pourrait être décisive, sinon celle de demain. Et en plus, d'un point de vue H4, vous voyez, on a un nuage qui s'affaisse ici et donc les cours pourraient être happés vers le bas. Il me semble que c'est à partir de demain. Très précisément, oui, c'est à partir de demain tôt le matin. Donc on reste prudent sur Bitcoin, ce n'est pas encore le moment en tout cas de la reprise haussière, il y a même des éventuelles baisses à venir. Qu'en est-il de l'Ethereum? L'Ethereum d'un point de vue journalier. Vous voyez ici ce croisement de moyenne mobile 50 avec moyenne mobile 200, c'est un signal, fort signal baissier. On a eu une belle hausse ici avec une divergence haussière. La divergence haussière a entraîné une belle hausse plutôt. Et pareil, on a la Kijun journalière ici qui vient nous freiner cette tentative haussière de l'Ether. Vous voyez, d'un point de vue H4, j'ai ajouté donc la Kijun journalière sur le graphique H4. On évolue peut-être même dans un biseau ascendant à connotation baissière. 85% de chance ici selon la théorie qu'on en sorte par le bas. C'est ce que dit le chartisme classique. 85% de chance d'une sortie par le bas, une pression baissière exercée par la Kijun journalière. On est pris en étau entre la Kijun journalière et le nuage H4 comme pour Bitcoin avec un trou d'air ici à venir. Et donc la prudence, vous l'aurez compris, est largement de mise sur les crypto-monnaies, d'autant plus que c'est assez décevant parce que on a eu un beau rebond des valeurs technologiques. On a parlé de la corrélation, je reviens sur le Bitcoin en données journalières, on a parlé de la corrélation entre le Nasdaq et le Bitcoin avec un coefficient de corrélation de plus 0,66, donc une corrélation positive assez élevée. Ici, je rajoute le Nasdaq à ce graphique. Vous voyez le rebond considérable des valeurs technologiques. Le Bitcoin n'y arrive pas face à un tel rebond. Donc le Bitcoin arrive à se replier quand le Nasdaq se replie, mais n'arrive pas à se redresser quand le Nasdaq se redresse. Donc prudence ici sur les crypto-monnaies, notamment Bitcoin et Ether. Et on verra que les autres crypto-monnaies ne font pas mieux, hein. Vous voyez Cardano, on n'arrive même pas à décoller du support. On est scotché au support. DOT intègre son nuage avec une timide hausse. Donc, le marché, Dogecoin, hein, on va voir très rapidement, on va voir Binance également. Vous voyez, Binance fait face à une résistance, pas de décollage ici, Dogecoin, pas de décollage. Donc attention aux crypto-monnaies, on est peut-être à l'aube d'un nouveau repli. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. On va voir le gold ici. Vous voyez le gold qui parvient à se redresser. Alors je m'attendais à un gold qui va chercher les 1814 $ l'once avant de se replier. Il n'y a pas eu de good morning market hier, mais c'est ce que j'ai abordé lors de l'analyse matinale. Le gold n'est même pas allé jusque-là. Le gold a à peine réussi à se hisser au-dessus des 1800 $ l'once et on invalide ce passage du seuil psychologique des 1800 $ l'once. Alors est-ce qu'on va réattaquer? En tout cas, on a ici une Kijun qui vient exercer une certaine pression sur le gold. Vous voyez le silver qui passe même sous son nuage et donc qui repasse sous les 23 $ l'once. Le pétrole WTI scotché sur ses sommets pluriannuels, on voit beaucoup de mèches basses, beaucoup de mèches
mèche hausse, personne ne prend la main, ni les acheteurs ni les vendeurs, et maintenant les pays de l'OPEP+, le cartel, est aux commandes du marché pétrolier. Donc on attend cette décision. Est-ce que elle va maintenir sa politique actuelle d'augmentation graduelle de la production tous les mois, à voir. Et comme nous l'avons dit, il y a quelques doutes quand même quant à la capacité de l'OPEP+ à maintenir cette politique d'augmentation de la production, parce que pendant la pandémie, il y a eu un réel manque d'investissement de la part des compagnies pétrolières. Ce manque d'investissement fait que peut-être on ne serait pas en mesure de continuer d'augmenter graduellement la production pendant très longtemps. Et il faut garder en tête que très bientôt, il y aura ce que l'on appelle la driving season, c'est-à-dire la saison où il y a une hausse de la demande d'essence parce qu'on utilise de plus en plus sa voiture. Il y aura également une reprise du trafic aérien, une reprise assez robuste à partir du mois de mai, et donc une hausse de la demande de kérosène. Et à ce moment-là, avec cette reprise de la demande, est-ce que les pays producteurs de pétrole arriveront à maintenir cette tendance de hausse progressive de la production tous les mois? On se pose réellement la question. C'est pour ça que Goldman Sachs parle d'un pétrole à $100 le baril, parce que $100, on y est presque. $100 le baril, c'est demain. Enfin, c'est une façon de parler, mais $100 le baril, c'est très bientôt. On pourrait aller au-delà, on pourrait aller chercher les 110, on pourrait aller chercher même les $120 le baril pour le pétrole. Gaz naturel, très intéressant, hein. Vous voyez comme on a ce niveau, ce seuil psychologique à 5 qui n'est pas franchi, et là, d'un point de vue au soda, on y est, hein. On a franchi les 4,900, on y est, le signal est enclenché. Il manque encore cette dernière étincelle qui va nous emmener en direction des 6,240 peut-être. En tout cas, avant cela, on aura les 5,500, cette résistance, mais je pense que le gaz naturel est à l'aube d'une belle progression. Ici, on a une sorte de borderline avec ici deux creux qui ont été formés dans cet intervalle de 26 périodes. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé comme vous le voyez, les 3 E. Et si, bien entendu, il y a une invasion de l'Ukraine par la Russie, hein, dans ce cas-là, on peut certes imaginer qu'on pourrait aller chercher E3. En tout cas, au minimum, on irait chercher E2. Et ce sont les 7,600. En plus de cela, il y a eu la météo. Il y a une tempête hivernale qui arrive aux États-Unis, visiblement, selon les météorologues. Donc, est-ce qu'on va assister au scénario de l'année dernière avec une vague de froid en février? Et là, vague de froid aux États-Unis, plus tension en Ukraine, et donc crainte concernant l'approvisionnement de gaz russe en Europe. Le gaz russe, l'Europe, utilise le gaz russe à 47%. On est très dépendant du gaz russe. Les États-Unis ne pourront pas combler ce manque de gaz russe. Le Qatar non plus. On en a parlé. Donc, autant vous dire que dans ce cas-là, les 7,600, c'est vraiment un minimum. Donc, voilà pour le compartiment des matières premières. Rien d'autre à signaler. On passe très rapidement sur le marché d'échange. On va voir comment le dollar s'est replié, permettant à l'euro-dollar de se redresser et le GBP-USD de décoller. Donc, un biais vert qui continue son repli, 96,126. Vous voyez, en données H4, on s'attaque au nuage. On revient sous cette zone qui nous avait donné le signal de hausse pour le biais vert. On revient se planquer en dessous. Donc ici, on a déjà perdu pas mal de terrain. Peut-être une reprise prochaine. Là, on est sur un niveau important. On est en pleine interaction avec notre nuage Ishimoku. Cela a permis à l'euro-dollar de rebondir et l'euro-dollar s'attaque également à son nuage. Donc, peut-être une reprise baissière de l'euro-dollar et donc une reprise haussière du biais vert. En tout cas, cela a favorisé également le GBP-USD. Vous voyez, on a effectivement marqué le creux ici. On sort du nuage par le haut, mais mieux vaut attendre aujourd'hui de voir ce que va faire le dollar et surtout ce que va faire le dollar vendredi lors de la publication du rapport sur l'emploi aux États-Unis, le rapport NFP, comme chaque premier vendredi du mois. Et sur ce, on met un terme à ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée, une excellente séance de trading et on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.